Je me présente, mon nom est Alfred Bielek, je suis un survivant de l'expérience de Philadelphie. Alors avant de démarrer vraiment, je vais vous poser quelques questions. Parmi les personnes qui sont ici, combien d'entre vous savent vraiment en quoi consistait l'expérience de Philadelphie, comme on l'appelle? Je ne vois pas beaucoup de mains se lever, donc probablement la seconde question est un peu superflue. Combien d'entre vous ont l'idée que cette expérience a démarré en fait dans les années de guerre, c'est-à-dire les années 41-42 de la Deuxième Guerre mondiale? Combien d'entre vous pensent qu'elle a démarré alors? Oui, très peu sont au courant de cela. Peu de mains se lèvent, ou bien qui penserait qu'elle a démarré plus tôt? Bon, ceux qui disent plus tôt ont raison. Elle a en fait sa genèse en 1931-1932 dans une étrange petite ville balayée par les vents nommée Chicago, en Illinois. À cette époque, dans les années 20 et début des années 30, il y avait beaucoup de spéculations dans la littérature populaire. Alors je vais dire la littérature scientifique populaire, comme Popular Science, Popular Mechanics ou Science Illustrated, sur le thème de l'invisibilité, pour essayer de faire disparaître un objet ou de rendre invisible une personne, ou même la téléportation. Alors je suppose que les gens, à cette époque, au travers de ces écritures, ont pensé que peut-être nous en étions proches en termes de réalisation scientifique. Mais il y avait une très grande spéculation, et très peu, sinon rien, n'avait jamais été fait à ce sujet. Alors vers 1931, des gens ont décidé que peut-être il était temps de faire quelque chose dans ce domaine, et ils se sont réunis à l'université de Chicago. Les trois personnes principalement impliquées étaient le docteur Nikola Tesla, le docteur John Hutchinson, et le doyen de l'université de Chicago, plus tard le président, et un docteur Kirtenauer, qui était un physicien autrichien, qui venait d'ailleurs d'Autriche et était membre de l'université de Chicago. Alors ils ont fait une petite recherche, une étude de faisabilité pour cerner la chose à ce moment-là. Ils n'ont d'ailleurs pas accompli grand-chose à ce moment particulier. Un peu plus tard, le projet entier a été déplacé à l'Institute of Advanced Studies, c'est-à-dire l'Institut d'études avancées de Princeton. Cet institut lui-même était une organisation intéressante. Alors il ne faisait pas partie du système universitaire, il ne faisait pas partie de Princeton. Il existait tout simplement sur la propriété de Princeton, mais c'était une entité indépendante. Il a été fondé en 1933. Sous quels auspices, pour quel objectif, je ne saurais le dire. Sauf que quelqu'un voulait un institut pour des études très avancées, recherche post-doctorat et ce genre de choses. Parmi les premières personnes à le rejoindre, il y a eu des gens intéressants et bien connus, tels qu'Albert Einstein. Je n'entrerai pas dans l'histoire d'Albert Einstein, car il est très bien connu, mais il a fait partie de l'équipe en 1933. Il était bien sûr de Bonn en Allemagne, et après avoir quitté l'Allemagne en 1930, et non pas 1933, comme le disent certains biographes, c'était bien 1930, il est venu aux États-Unis et est allé à Pasadena, en Californie. Il a enseigné à Caltech. Il était là-bas depuis environ 3 ans et il a été invité à rejoindre l'Institut, ce qu'il a fait en 1933 et il est resté là jusqu'à sa mort. Alors Einstein était principalement un physicien théoricien, un théoricien strictement mathématique dans le domaine de la physique, très connu bien sûr pour sa théorie de la relativité restreinte, sa théorie de la relativité générale et l'hypothèse de la théorie des champs unifiés. D'autres personnes sont arrivées à peu près en même temps. L'un des individus les plus importants qui ont fait partie était bien sûr le docteur John von Neumann, qui est né à Budapest en Hongrie. Il est venu d'Europe. Il avait été diplômé en mathématiques et un doctorat en mathématiques à Budapest en 1925. Il a enseigné dans le système universitaire allemand durant approximativement 4 ans à 2 postes différents. Durant cette période de 4 ans, il a rencontré le docteur Robert Oppenheimer, qui était en Europe à ce moment-là et qui est devenu important plus tard après le projet, et un certain nombre d'autres personnes aussi. Alors, von Neumann, lui, était plutôt intéressant. C'était un théoricien, un mathématicien théoricien, mais il était également et avant tout un homme pratique, ce qui signifie qu'il savait comment appliquer la théorie pure. Einstein, lui, n'en était pas un, et cela est vraiment très important, il y a une différence. Alors l'une des autres personnes qui est arrivée à cette université, c'était où il enseignait à cette époque, était un homme très important, si je peux lire mes notes ici. C'était un homme au nom de David Hilbert. Alors probablement qu'aucun d'entre vous n'a jamais entendu parler de David Hilbert. C'est un docteur en mathématiques. Il était considéré en Europe comme un mathématicien exceptionnel. Il n'a jamais quitté l'Europe autant que je le sache. Il est né, a vécu et est mort en Allemagne en 1965 environ. Mais il était dans le cercle du docteur von Neumann.
Alors Hilbert est le plus connu et on se souvient de lui pour le fait qu'il a été le premier homme à définir mathématiquement les réalités multiples, l'espace multiple et ce que cela signifie d'un point de vue mathématique. Alors évidemment, pour la plupart d'entre nous, c'est presque incompréhensible. Et pour une personne normale, c'est incompréhensible. Mais c'est important pour les physiciens et pour un mathématicien, car il a posé les bases de ce qui est devenu l'expérience de Philadelphie. Alors Hilbert et von Neumann se sont réunis. Von Neumann a écrit un article en Allemagne, en allemand bien sûr, sur Hilbert et certains de ses travaux. Et von Neumann, étant un homme exceptionnel lui-même, a pris le travail de Hilbert et a foncé avec, comme on dit. Il a développé ses propres systèmes de mathématiques entièrement nouveaux. Von Neumann est bien connu, d'ailleurs, dans les cercles de mathématiques, comme les Hilbert, et certains de ses travaux ont été publiés, et en ce qui concerne l'expérience post-Philadelphie. L'une des choses pour lesquelles il est bien connu est la Game Theory, la théorie du jeu. Il a aussi développé un système d'opérateurs en anneaux, des espèces d'algèbres très exotiques. Rien de celle-ci ne signifie vraiment quelque chose, excepté pour quelqu'un qui soit vraiment fortement plongé dans les mathématiques et qui soit un pur mathématicien. D'autres personnes sont devenues importantes dans ce projet au fil du temps. Donc brusquement, en 1934, ils ont déplacé le projet à l'Institut et le docteur Tesla est entré dans le jeu. Qui est Tesla ? Eh bien Tesla est un homme très important, son histoire est peu connue. Il y a un film produit par Sigma Production en Yougoslavie qui expose sa vie. Donc Tesla est né en 1856, il est allé à l'école, dans les écoles publiques, à un gymnasium, ce qui représente en fait leurs hautes écoles. Et il a commencé l'université. Il y était depuis 1 an lorsque son père est mort. Il était à court d'argent, donc il n'a pas pu continuer sa formation scolaire en bonne et due forme. Mais il s'est mis sous la coupe des professeurs et ainsi il assistait aux cours. Il a pris alors un travail lorsqu'il en a trouvé un en Europe, à Western Union, pendant quelque temps. Ensuite, il a rejoint Edison Corporation, la filiale européenne. Et quand il a décidé d'émigrer aux États-Unis, c'était en 1884, il avait une lettre d'introduction du responsable Edison, celui qui faisait fonctionner Edison Corporation Europe. Il est donc arrivé aux États-Unis en 1884 et comme on dit, avec une bonne connaissance de 11 langues, 4 sous dans sa poche, un livre de poésie et une lettre d'introduction de chez Thomas Edison. C'était d'ailleurs le plus important de cette lettre d'introduction parce que ça a été son gagne-pain pendant une période de temps. Il n'avait que cette lettre. Il a donc été introduit chez Edison et immédiatement il est entré en controverse avec Edison. Vous en doutez bien, leur approche fondamentale à l'électricité était totalement différente. Edison, lui, était un adepte du courant continu et Tesla, comme c'est bien connu, était un adepte du courant alternatif. Edison ne pouvait pas supporter l'idée de ce courant alternatif. Il avait déjà investi financièrement dans la machinerie à courant continu qu'il avait conçue et construit et dans des systèmes électriques qu'il avait reliés ensemble, donc pas question de retourner en arrière. Donc Tesla a travaillé pour Edison pendant 6 mois environ. Ils ont eu une violente altercation sur un problème d'argent, en l'occurrence, à cause d'une promesse qui avait été faite à Tesla, que s'il résolvait un certain problème dans un certain délai, que lui, Edison, lui donnerait une prime de $50 000. Bon, Tesla a fait le boulot, et quand ça a été fini, il est venu voir Edison, il a demandé sa prime, évidemment. Edison a éclaté de rire, c'était une grosse blague, le sens de l'humour américain et tout ça. Tesla ne pensait pas du tout que c'était une grosse blague. Il a fait ses bagages, il a quitté immédiatement Edison, il est retourné curer les fossés. Alors après cela, eh bien, il a rencontré différentes personnes, fait différentes choses. L'une d'entre elles était pour le président de la Western Union américaine. Il a travaillé pour lui quelque temps. Eh bien, cet homme l'a aidé à installer son premier laboratoire. À cette période, il est d'ailleurs devenu citoyen américain et il a commencé à donner une série de conférences à l'ancien Institute of Electrical Engineers, l'Institut des ingénieurs en électricité, qui était très en vue à New York dans les années 80 et 90. Et Tesla est devenu un intervenant régulier et très coté sur différents sujets qui incluaient bien sûr la théorie du courant alternatif, l'énergie électrique et toutes choses qu'il trouvait importantes. Alors avec les personnes présentes, leur soutien, évidemment tout ce qu'il présentait était important. À un moment, il a fait une démonstration sur la théorie électrique et le courant électrique alternatif et l'un des auditeurs était monsieur George Westinghouse, aussi sur les systèmes de générateurs de courant alternatif et de distribution de courant électrique alternatif. Il lui a payé cash $1 million pour acheter tous ses brevets et une royalty $1 par cheval vapeur pour tous les chevaux produits par l'équipement à partir de ce moment et pour la vie des brevets. Et cela mettait évidemment Tesla à fond dans l'affaire. Alors en 1893, eh bien,
Tesla a gagné la soumission pour fournir l'électricité pour l'exposition mondiale de Chicago. C'était la première fois qu'une grande exposition était alimentée par un courant alternatif quelconque, fourni par générateur. Auparavant, c'était par du courant continu, quand il y avait de l'électricité disponible. Et cela n'arrangeait pas tellement Monsieur Edison, mais néanmoins, c'est Tesla qui l'a gagné. Tesla est le courant alternatif. Alors, il était déjà soutenu, Tesla, par JP Morgan, et il a fait également quelque chose de très remarquable à cette exposition. Pour la première fois, il a fait une démonstration publique d'une maquette de bateau radioguidé dans le bassin nautique. Il a répété cette démonstration en 1898. À une autre démonstration, c'était à Madison Square Garden, dans la ville de New York. Au même moment, il y avait une contestation sur le développement des grandes puissances électriques. La distribution de l'électricité à grande échelle, et Tesla avait gagné le droit de construire l'usine électrique à Niagara, la première grande centrale hydroélectrique aux USA à être équipée pour le courant alternatif. Comment a-t-il gagné? Eh bien, il a promis qu'il pouvait transporter de l'électricité jusqu'à New York et sans perte. Il l'a donc bien prouvé et il a gagné. En 1899, Tesla était allé à Colorado Springs pour faire un tas de recherches. Et dans cette période de recherche, il a barboté dans des domaines de recherche fondamentale impliquant de très hautes puissances électriques, les éclairs électriques. La bobine Tesla, si vous préférez. Il a été là-bas 2 ans, il a fait certaines déclarations à la presse. L'une d'entre elles, en 1899, il faut l'avouer, était assez étonnante. Il a dit qu'il était en contact avec des personnes externes à la planète Terre, des E.T., si vous voulez, dans notre terminologie moderne. Alors la presse a porté une grande attention à ça, et les collègues scientifiques ont vu ça d'un très mauvais œil à cette époque. Ce n'était pas un sujet très populaire. Ils pensaient qu'il était peut-être un peu tombé sur la tête. Plus tard, ils ont pensé qu'il l'était vraiment, c'était une 20aine d'années plus tard environ. Alors il n'en a pas démordu, évidemment, et donc en 1906, de nouveau avec le soutien de JP Morgan, il est allé développer un système de transmission de signaux de radio et télévision. Et la Wardenclyffe Tower a été construite sur Long Island en 1906. Alors environ une année avant son achèvement, il est allé voir JP Morgan et lui a dit « En fait, Monsieur Morgan, mon intention est d'utiliser cette tour pour la production d'énergie gratuite pour tout le monde. De l'énergie électrique gratuite. » Monsieur Morgan lui a dit « Vous voulez me dire, Monsieur Tesla, que n'importe qui peut planter une perche d'antenne dans le sol et une autre dans l'air et ramasser toute l'énergie gratuite qu'il veut, et je ne peux pas mettre un compteur dessus et le facturer ?» Tesla lui a répondu que c'était juste, et JP Morgan lui a dit « Je vous appellerai, Monsieur Tesla, quand je serai prêt pour vous. » Évidemment, M. Morgan ne l'a jamais rappelé, il lui a coupé tous les financements. La Wardenclyffe Tower a existé jusqu'en 1914, où elle fut dynamitée par quelqu'un. Et cela a été la fin de ce projet. Donc à ce moment-là, Tesla est allé vers d'autres choses. Je vais raccourcir un petit peu cela, nous allons entrer dans la partie principale du sujet. Alors en 1917, bien sûr, il y avait une guerre, la Première Guerre mondiale. Donc Tesla a été contacté par Franklin Delano Roosevelt, alors secrétaire de la Navy, pour travailler pour le gouvernement, ce qu'il a accepté volontiers. Il était aussi impliqué à ce moment avec American Marconi, et cette compagnie avait été saisie durant la Première Guerre mondiale comme un possible nid d'activité étrangère. Vous connaissez évidemment la paranoïa habituelle qui existe durant les temps de guerre. Et la compagnie entière a été absorbée par le gouvernement, Tesla avec. Tesla et la compagnie donc développaient un certain nombre de choses intéressantes à ce moment. L'une d'entre elles était le système d'antenne Rogers. Le système Rogers pour transmission sans fil, qui était fonctionnel pour les militaires à cette époque. Le brevet d'ailleurs fut classifié pendant de nombreuses années pour transmettre des communications vocales en Europe depuis les États-Unis sans parasites et sans bruit. Une prouesse inouïe à ce moment-là. Le système est encore utilisé de nos jours par les militaires. Pardon. Alors en 1919, une nouvelle compagnie a été formée, la RCA, et Tesla en a fait partie. Elle a été formée à partir de l'ancien noyau d'American Marconi. Tesla est resté avec RCA, au début comme ingénieur, puis comme directeur de l'ingénierie, et puis après 1935 comme directeur de toute l'ingénierie et de la recherche mondiale pour RCA, ce qui a duré jusqu'en 1939 où il a pris sa retraite. Alors durant cette période, eh bien, il y a eu un palmarès de production de matériel qui fonctionnait et n'a jamais connu d'échec, c'est-à-dire qu'il a toujours réussi à produire quelque chose qui fonctionnait. Il était également bien connu comme étant un homme qui visualisait ces choses dans sa tête
avant qu'il les mette sur le papier ou qu'il dise à quelqu'un ce qu'il avait à construire, jusqu'à la dimension du dernier cil d'une puce. Alors ce qui est important pour connaître cela, pour comprendre Tesla, c'est que son approche était largement intuitive, pas sans un arrière-plan de mathématiques, car il savait cela, mais ces mathématiques étaient celles du siècle passé, des années 1880. Et il était très connu à propos de la théorie électrique, mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il a développé la radio. Hertz est entré là-dedans à la fin des années 1880, 1890. Tesla n'a jamais été d'accord avec Hertz sur la nature des ondes radio. Alors, en 1933, Roosevelt est devenu président des États-Unis. Il a appelé son vieil ami Nikola Tesla à Washington et lui a demandé « Aimeriez-vous travailler un peu pour le gouvernement ?» Tesla a répondu « Mais d'accord » et il a dit « Nous avons un projet pour vous ». Il l'a placé directeur de ce qui serait connu plus tard comme le projet Philadelphie. Et c'est en substance la manière dont Tesla est devenu impliqué dans ce projet. Il a été nommé par le président, pour autant que nous pouvons le déterminer maintenant. Il a été le premier directeur, cela est montré dans certains documents. Ils ont donc continué, ou en tout cas débuté, cette expérience. En 1936, il y a eu un premier test de certains matériaux. Ça a été un succès modéré. Cela signifie qu'il en a résulté une invisibilité partielle, assez pour être encouragé, assez pour montrer évidemment qu'ils étaient sur la bonne voie et sur la bonne piste. Et la Navy est devenue très intéressée. En fait, la Navy était intéressée depuis le début, depuis 1931, et ils avaient fourni des fonds pour la recherche. En 1936, ils en ont fourni plus, le projet s'est étendu, donc cela a continué, désormais les choses sont devenues plus importantes et l'équipe du projet est devenue plus nombreuse. Un docteur Gustave Lebon est devenu un proche associé du docteur von Neumann, il a rejoint l'équipe. Je n'ai retrouvé aucune trace de lui jusqu'à ce jour, mais néanmoins il était là. Et puis il y avait aussi un autre homme, le docteur Clarkston, qui est arrivé en 1940. Bon, bien sûr, ce n'était pas le seul projet en cours à l'Institut. Il y avait d'autres personnes qui faisaient différentes choses, mais la seule personne qui savait tout, vous en doutez bien, c'était le docteur Einstein lui-même. Il était considéré comme le général. Si vous aviez un problème, vous alliez voir le général. Il était le conseiller général pour tout le monde, quel que puisse être le projet. Donc, le projet a continué à grandir et tout ce qui était fait à l'Institut aussi sous la surveillance de monsieur Albert Einstein. Alors, je n'ai pas encore expliqué comment j'ai été impliqué là-dedans. À ce moment-là, je n'étais pas encore vraiment rentré dans l'histoire. Je suis arrivé plus tard. Mais je pense que là, parvenu à ce point, on va pouvoir faire une petite pause pour le côté théorique, histoire de tous reprendre notre souffle, et vous montrer une bande vidéo, une partie de la bande qui a été produite par EMI Thorn Corp. C'est une entreprise qui est en Angleterre. Ce film a été produit en fait en 1983 et été distribué aux États-Unis en 1984 depuis l'Angleterre pour être projeté dans les salles. Le lancement a été programmé vers la mi-août 1984. Le film a duré 2 semaines. Environ 3 jours avant que le film soit lancé, EMI Thorn a reçu une lettre du gouvernement des États-Unis lui disant « Nous ne voulons pas que ce film soit montré aux États-Unis ». Ils ont décidé, après quelques délibérations, d'ignorer la lettre, car ils avaient déjà établi leur planning de lancement, et ils se sont dit « Bon, 3 jours, nous pouvons dire que nous n'avons jamais eu la lettre ». Donc, ils ont lancé le film, il a été projeté dans différents endroits, New York, Philadelphie, il y avait d'énormes files d'attente, ça a été aussi projeté, à Phoenix, à Chicago, à Los Angeles. Une autre lettre est arrivée à EMI Thorn en Angleterre, très sèche, nous ne voulons pas que ce film soit montré aux États-Unis. Donc, EMI Thorn ne pouvait pas ignorer la seconde lettre, donc ils ont répondu à contre-cœur au gouvernement et lui ont dit, si vous voulez que ce film s'arrête, vous devez obtenir une décision de justice. Le gouvernement US a dit, nous l'aurons. Et ils l'ont eu, évidemment. Ils ont obtenu une décision de justice interdisant de projeter ce film aux États-Unis. Cette décision de justice a pris l'effet en début septembre et le film a disparu complètement pendant 2 ans. À ce moment-là, EMI Thorn a réagi, a décidé de se battre. Ils ont réussi, car 2 ans plus tard, il y a eu une contre-décision de justice résiliant la première et il est redevenu disponible en cassette vidéo. Je ne crois pas qu'il ait été projeté dans une salle de cinéma après cela, mais la bande vidéo est communément disponible. Vous pouvez trouver ça un petit peu partout. Donc le film, cette bande vidéo, c'est The Philadelphia Experiment. C'est son titre actuel en tout cas. Il est relativement exact dans la première partie du film. Ils ont voulu faire un beau film, ils l'ont embelli, ils ont mis une histoire d'amour et ils ont déformé quelques morceaux à la fin. Néanmoins, j'aimerais vous montrer la première partie car elle est vraiment très appropriée
à ce qui vient maintenant. Regardons donc l'extrait de The Philadelphia Experiment. Eh bien, je vous rappelle que nous sommes en train de vous faire découvrir la conférence de Alfred Bielek, interprétée par Alex. Le sujet, l'expérience de Philadelphie. Et c'est d'ailleurs des extraits du film de Philadelphia Experiment qui ponctuent cette conférence. Bien, voilà pour la vidéo. Alors jusqu'à ce point, l'histoire est relativement exacte. Ils n'ont changé qu'une chose, la date. C'était en fait le 12 août 1943. Et une expérience très désastreuse. Mais beaucoup de choses se sont passées entre-temps. Alors cela va nous emmener en fait vers le reste de l'histoire. Donc, comme je l'ai dit en 1936, il y a eu un degré de réussite modéré, mais rien comme cela. L'intention du départ était de produire un champ d'invisibilité autour d'un objet. Donc, ils sont allés au boulot, et en 1940, ils ont obtenu leur premier vrai succès sous la direction de Tesla. C'était à l'Arsenal Brooklyn Navy. C'était un petit bateau qui n'avait personne à bord. L'équipement spécial avait été mis sur ce bateau. Il était alimenté à partir de 2 bateaux adjacents de chaque côté pour fournir l'électricité par des câbles. Au cas où quelque chose tournait mal, il pouvait couper les câbles ou si la situation devenait désespérée, il pouvait couler le bateau. Mais il n'avait aucun besoin d'avoir aussi peur, c'était juste les précautions habituelles de la Navy. Ce fut un succès complet. Le petit bateau est devenu invisible, il n'y avait donc personne à bord à ce moment, car cela, vraiment, c'était une partie ultérieure des tests. Donc cela a été déclaré un succès. La Navy évidemment exulté, ils ont senti qu'ils étaient proches, et ils ont donc débloqué une quantité illimitée d'argent dans la recherche pour cette chose, et ils ont classifié le projet évidemment. En septembre 1940, le projet a été nommé projet Rainbow, le projet arc-en-ciel. Les choses sont allées vers les grands équipements. À partir de ce moment-là, on a pu regarder à la dépense. Bon, je pense que maintenant, je vais vous raconter comment je suis entré là-dedans. Alors moi-même et mon frère. Je suis né le 4 août 1916 dans la région de New York de monsieur Alexander Duncan Cameron Senior. Oui, Cameron Senior. Et d'une mère dont je ne pense pas qu'elle ait été mariée d'après la petite recherche que nous avons pu faire. Alors on a eu une vie plutôt sans histoire, c'est classique, mais une vie agréable, car il y avait de l'argent dans la famille. Mon frère est né lui en mai 1917, et nous passions le temps joyeusement. C'était la fête, nous n'avions aucun souci d'argent, puis vinrent les années de dépression. On a décidé d'aller à l'école et d'acquérir une éducation. Alors lui, il est allé à l'université d'Édimbourg, en Écosse, jusqu'à ce qu'il soit gradué en 1939 avec un PhD de physique. Moi, je suis allé à Princeton, licence et maîtrise, et puis je suis allé à Harvard pour mon doctorat sur les conseils de von Neumann, qui pensait que quand même Harvard était un meilleur endroit pour passer un doctorat. C'était, je crois, en août de 1939. Pendant cette même période, il y avait d'autres choses qui se passaient en arrière-plan, et cet arrière-plan, c'était notre père. Il a lui-même servi dans la Navy pendant la Première Guerre mondiale, et il était marin sur les photos que nous avons dans notre album familial. Alors exactement quand il y est entré, ça on ne le sait pas. Exactement quand il a quitté la Navy, on ne le sait pas non plus. Ses papiers ont disparu. Mais autant qu'on sache, il y a consacré 20 années pleines. Et il a pris sa retraite au tout début des années 30. À quel grade il a terminé, on ne sait pas. À quelle relation il avait fait, on ne sait pas vraiment. Mais il a dû avoir des liens très intéressants avec les services secrets, vu ce qui s'est passé à partir de ce point-là. Alors donc, dans les années 30, à partir de ce moment, il n'a jamais travaillé un jour de sa vie. Tout simplement, il n'en avait pas besoin. Donc dans ces années 30, il avait un passe-temps, et c'était de construire des voiliers. Alors pas des modèles réduits, mais des modèles grandeur nature qu'il utilisait pour disputer différentes courses de régate autour de Long Island, qui étaient très communes. Alors il a gagné un trophée ou deux, il s'est fatigué du bateau, et alors il l'a vendu et en a construit un autre. Au même moment, il est devenu aussi très actif dans d'autres choses. Ces autres choses étaient de faire sortir clandestinement des scientifiques de l'Allemagne nazie et de les ramener aux États-Unis. C'était un grand morceau d'histoire, je n'ai pas vraiment besoin d'entrer là-dedans. Mais il a cessé en 1939 quand la guerre est devenue chaude. Alors en septembre de 1939, mon père, qui avait apparemment beaucoup d'influence dans la Navy, avait préarrangé notre enrôlement. C'est ce que nous avons fait tous les deux en septembre 1939. On nous a donné des grades, on est allé dans une école navale particulière d'entraînement, c'était à Providence, dans le Rhode Island. Pour 90 jours, on était probablement d'ailleurs parmi les premiers de ce qu'ils ont appelé plus tard les 90 Day Wonders dans la Navy. En clair, c'est en 90 jours que vous êtes entraîné et formé comme un officier et vous êtes supposé tout savoir.
formé ou supposé l'être, évidemment. On est alors en fin 1939, début 1940. On a été assigné à l'Institut. On avait déjà eu quelques contacts avec l'Institut et j'avais été là périodiquement, parce que moi-même j'avais été là durant la période de temps que j'ai passée à Princeton. Alors nous avons été assignés à plein temps à l'Institut et notre travail était de représenter les intérêts de la Navy dans ce projet. Il voulait 2 personnes ayant une formation scientifique et ayant la capacité de faire des rapports théoriques et pratiques précis sur ce qui se déroulait, sur ce qui était en train de se passer et ce qui se faisait. Et c'était notre rôle. On était assigné à l'Institut, on avait aussi des bureaux à l'arsenal de la Navy à Philadelphie. Donc en 1940, comme je l'ai dit, il y a eu un test réussi et le projet était classifié. Tesla avait reçu un financement illimité et le groupe continuait de s'agrandir. Je ne me souviens pas de toutes les personnes qui étaient impliquées, mais on a eu une autre infrastructure qui est entrée, une structure Navy. Jusqu'à maintenant, j'ai largement abordé le côté civil de tout ça. Maintenant, nous allons aborder le côté Navy. J'espère que vous me suivez toujours, que ce n'est pas trop compliqué. Allez, on y va. Alors, tout en haut, il y avait l'Office of Naval Engineering, le bureau du génie naval. À l'époque, il n'y avait pas un Office of Naval Research, le bureau de recherche navale, c'était l'Office of Naval Engineering. L'amiral Al Bowen, senior, en avait la direction. Il n'était pas seulement le superviseur de ce projet pour la Navy, mais de tous les projets de développement du génie durant la guerre. Ce bureau, par la suite, a été aboli, c'était en 1946, et il a été remplacé par l'Office of Naval Research, dont Al Bowen en fut à nouveau le directeur jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, c'était en 1947. Et durant cette période, il était, si on peut dire, le grand patron dans la Navy. Alors en dessous de lui, il y avait plusieurs autres personnes. Il y avait un corps de commandement qui avait été mis en place. Je ne veux pas entrer dans trop de détails, mais il y avait un lieutenant-commandant, Alan Batchelor, qui était devenu une sorte de chef d'équipe et il s'occupait du personnel qui aurait à travailler sur le projet d'invisibilité, lequel alors s'est développé en 2 phases. Alan Batchelor, à propos, est toujours en vie aujourd'hui. Il est retraité de la Navy en tant que lieutenant-commandant. Je le connais personnellement. Durant une longue période de temps, je ne savais pas s'il y avait quelconque survivant. Et un jour, soudainement, je me suis renseigné sur ce monsieur par l'intermédiaire d'autres amis à New York et j'ai parlé avec lui. En fait, je suis allé lui rendre visite. Alors il se souvient de tous les projets essentiels. Il m'avait identifié au téléphone dans une conversation téléphonique. Il a dit « Oui, tu as travaillé sur ce projet. Je me souviens de toi. Non, ton nom n'était pas Bielek. » Bon, alors, qu'est-ce que c'était? Et Bielek a continué. Je savais déjà, mais je voulais voir s'il se souvenait. En fait, le nom lui est revenu, et il s'est souvenu de mon frère. Cela est un peu à côté de l'histoire principale, en tout cas pour l'instant. Alors donc, maintenant, une autre chose qui devait être faite à un moment ou à un autre, c'était de créer un équipage spécial pour cette expérience. Cela est venu un petit peu plus tard. En janvier 1941, la Navy a décidé que mon frère et moi avions besoin d'effectuer du service maritime. Donc, ils nous ont transférés à l'arsenal de la Navy à Brooklyn. Et environ 1 mois plus tard, nous avons été assignés au Pennsylvania, un vieux cargo démodé, et nous sommes partis dans le Pacifique. On a été en mer la plus grande partie de cette année 1941. Alors vers le mois d'octobre 1941, quand le Pennsylvania a été mis en cale sèche à Pearl Harbor pour des réparations, on a eu une permission et en fait on était là à San Francisco. On y a fait la fête pendant cette période, mais nous étions là-bas durant une période d'octobre, fin octobre, début novembre. Et en novembre, il a été finalement décidé que nous retournions à Pearl Harbor. Nos ordres étaient tombés et le 5 décembre, nous étions sur la piste d'envol de la base Naval Air pour être envoyés à Pearl Harbor lorsque nous avons été interceptés tout simplement par un capitaine de la Navy et il s'est adressé à nous selon nos grades. Il a dit « Vos ordres sont annulés. Venez avec moi ». Alors nous l'avons suivi, évidemment, dans une salle à l'étage de la base d'Air Naval, et nous nous sommes retrouvés en face de Al Bowen Senior, qui nous a dit « Messieurs, vos ordres ont été annulés. Vous savez peut-être que nous serons en guerre avec le Japon d'ici 48 à 72 heures. Nous nous attendons à ce qu'ils attaquent Pearl Harbor. Vous êtes trop précieux pour qu'on vous envoie à Pearl Harbor. Vous restez ici, dans la région de San Francisco. Vous pouvez faire du travail de bureau. Vous serez assigné au Pennsylvania, son port d'attache est San Francisco. Vous pourrez finir votre année de service maritime ici, à San Francisco. Vous retournerez ensuite à l'Institut pour continuer votre travail. Il a aussi précisé, amusez-vous bien tant que vous pouvez, car il n'y aura plus aucun temps de permission et il n'y aura plus rien que du travail difficile lorsque vous serez retourné là-bas. Nous, c'est ce qu'on a fait, on s'est bien amusé et en fait nous sommes revenus là en janvier 42. Mais arrivé à ce point, quand même, un tas de choses s'étaient passées.
Dans l'intervalle de temps, en tout cas, un bateau de guerre a été confié à Tesla par un de ses amis. Je pense que c'était Franklin Delano Roosevelt à la Maison Blanche et il lui a dit « Vous pouvez prendre ce bateau, allez-y, rendez-le invisible ». Il y avait plein d'indices qu'il pouvait le faire, donc il s'est lancé dans la construction du matériel. Il y avait 3 émetteurs RF, fréquence radio, un générateur principal, je crois, et puis ensuite il y en a eu 2. Le plan général d'attaque, sans aller dans les détails techniques, était une série de bobines magnétiques commandées par des générateurs qui produisaient un champ magnétique très intense, et initialement, elles étaient réparties autour de la coque du bateau. Plus tard, cela a été changé, 4 bobines ont été montées sur le pont. Les champs de fréquences radio tous synchronisés avec des fréquences spécifiques et des formes de modulation d'ondes spécifiques développées par Tesla, ce qui produisait le champ d'invisibilité. Au cours de cette période, et je vais devoir compléter un petit peu à propos de Tesla, il a fait une autre déclaration à la presse, c'était en 1923, qu'il parlait avec des extraterrestres extérieurs à la planète, ce qui est tombé dans quelques oreilles intéressées, mais aussi beaucoup d'oreilles mortes. Et il a maintenu sa position qu'il était en communication avec des E.T. Donc, après qu'il ait pris sa retraite à RCA, il est devenu plus actif dans ce projet. Mais il avait gardé aussi un laboratoire dans son quartier résidentiel. C'était à l'hôtel New Yorker, à New York, au dernier étage. Il avait aussi un autre laboratoire à New York, qui était en fait séparé, mais n'était pas très important. Inconnu de la plupart des gens, il avait un second laboratoire qui apparemment était son principal. C'était en haut du Waldorf Astoria, au dernier étage des 2 tours de grand standing. Il maintenait un groupe émetteur sur le Waldorf et son groupe de réception, ses antennes réceptrices et ses récepteurs qui avaient été construits par RCA sous sa direction étaient sur le New Yorker. Je connais 2 personnes qui ont dit qu'elles travaillaient avec Tesla durant cette période et qu'il utilisait cet équipement, qu'il parlait avec quelqu'un, en fait chaque jour. Sur le langage. L'une d'entre elles était catégorique, et il y a eu c'était quelqu'un d'extérieur à la planète. Alors en langage clair, eh bien, il communiquait avec des E.T. Qui ? Ça, je n'en ai aucune idée. Cela n'a jamais été révélé, mais durant cette période, il y a eu de l'information supplémentaire. Il est soudainement allé à la Navy, il a dit « Nous allons avoir un problème avec le personnel d'équipage. Nous allons avoir un très sérieux problème. Vous ne pouvez pas développer la quantité de puissance nécessaire pour rendre un bateau invisible sans avoir des effets sur le personnel. J'ai besoin de plus de temps. J'ai besoin d'effectuer des contre-mesures à ce propos afin de ne pas nuire au personnel. » La Navy lui a dit que, eh bien, vous ne pouvez pas. Vous avez une date limite, il y a une guerre en cours. Faites le boulot. Vous pouvez la respecter, mais vous ne pouvez pas la changer. En d'autres termes, faites que ça marche. Il y avait une date limite qui a été fixée à mars 1942. Le test spécifique approchait. Et il est devenu très inquiet à propos de cela. Il a finalement décidé qu'avec aucune rallonge de temps et aucun moyen de modifier le matériel pour corriger le problème, il n'y avait qu'une seule issue pour lui. Et c'était de saboter l'équipement. Alors pas par une destruction physique, mais en faisant en sorte qu'il ne fonctionnerait jamais quand on le mettra en marche. C'est dans l'essentiel ce qu'il a fait à cette date test de mars 42. Le bateau de guerre n'avait pas un équipement spécial, il avait l'équipage normal, bien qu'il avait un équipement, lui, spécialisé. Et les commutateurs ont été actionnés, et rien ne s'est passé, et M. Tesla a tiré sa révérence. Il a dit tout simplement, bon messieurs, eh bien l'expérience est un échec et il est temps pour moi de la quitter. Il y a un homme très bien ici qui peut prendre la relève et faire fonctionner les choses pour vous, et c'est le docteur John von Neumann. Au revoir. Donc, selon l'histoire, il a été viré. Il y a une autre version, pourtant, à cette histoire, et c'est « vous ne pouvez pas me virer, je vous quitte ». En tout cas, il est parti. Il y avait d'autres sujets d'intérêt pour lui. Il a fait d'autres recherches à partir de ce jour et jusqu'à sa mort, le 7 janvier 1943. D'autres choses qui ont figuré se sont passées plus tard, mais ce n'était pas directement en lien à ce moment-là avec l'expérience. Alors donc, durant cette période de temps, un tas d'autres projets étaient à pied d'œuvre. L'un d'entre eux qui a été développé et qui en fait a été fonctionnel avant ce projet était les expérimentations de dégossage. Ce projet ayant été réalisé principalement à l'arsenal de la Navy et aussi à l'Institut sous la direction spécifique d'Einstein. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous le savent, mais avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, dès 1938, les Allemands ont développé un nouveau type de mine, appelé les mines magnétiques.
Alors elles n'explosaient pas par contact, elles explosaient en détectant la masse magnétique des coques d'acier des bateaux lorsqu'ils approchaient. Ils distordaient le champ magnétique terrestre, et cela était perçu par les éléments capteurs de ces mines. Quand elles étaient assez proches du bateau, ou sous le bateau, sans qu'aucun contact n'ait eu lieu, eh bien le dispositif de mise à feu se déclenchait, la mine explosait et crevait le fond du bateau. C'était évidemment la fin de ce bateau. La Navy américaine savait cela, évidemment, et ils voulaient développer une parade. Eh bien c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont même très bien réussi, en fait. Ils ont si bien réussi qu'en fait les Allemands ont abandonné les mines magnétiques en 1943 et sont revenus aux mines standards, lesquelles n'étaient pas affectées par ce type d'appareillage. Les premières formes de cet équipement étaient constituées de 2 groupes de câbles encerclant la coque du navire. Des générateurs spéciaux étaient à bord du bateau, mais cela n'avait aucune capacité à produire l'invisibilité, radar ou autre. C'était directement un problème de faire exploser ces mines magnétiques allemandes. Ils en ont fait exploser un tas. Comme résultat, ils ont sauvé un assez grand nombre de bateaux et ce projet était un succès complet. Je crois que maintenant, nous pouvons regarder quelques diapos. Bien, voilà pour les diapos. Alors, une fois que l'expérience a échoué, et en ce qui concernait la poursuite de l'effort de Tesla, le docteur von Neumann a pris la relève. Donc, certaines des autres personnes d'arrière-plan qui faisaient partie de ce projet étaient bien connues. L'une d'entre elles était le docteur Tausend Brown. Il a une longue histoire. Beaucoup de gens le connaissent pour le fait qu'il a travaillé dans le domaine des ovnis avec l'électrostatique, en tentant de prouver que vous pouvez faire bouger un objet au moyen de très haut voltage et de champs électrostatiques. Et il a fait beaucoup de travail et il est bien documenté et très bien renseigné. Il a travaillé durant sa période étudiante avec le Dr Brown et il est devenu connu comme le Dr Bifield, l'effet Bifield-Brown. Alors en fait, il a été récupéré par la Navy, il a rejoint Naval Reserves en 1933 et a pris part à différents petits projets. En 1939, ils lui ont tapé sur l'épaule pour le service actif et il est allé dans la Navy. Ils lui ont donné le projet de développer des mesures de prévention pour les mines et cela était son département principal. Il avait un certain nombre de zones de compétences. Il a travaillé sur le projet de mines magnétiques. Il était aussi considéré comme un expert en fréquence radio, donc il a aussi travaillé sur l'expérience de Philadelphie, au moins à la réalisation des plans d'un émetteur radio spécial et une tour pour supporter les antennes. C'était la tour la plus haute sur l'Eldridge, qui figure plus loin et qui est montrée dans le film. Et ceci est exact, qui était cassée et elle s'était écroulée. Alors c'était son travail pratique, pas la destruction évidemment, mais le montage d'origine et les tests. Avant que le docteur von Neumann ne puisse finir son travail, il a dit à la Navy « Il faut que je réétudie cette chose, apparemment elle ne fonctionne pas, il faut que je trouve pourquoi ». Il avait besoin de beaucoup de temps. La Navy n'avait pas le choix, ils lui ont donné le temps qu'il avait demandé. Donc cela les a emmenés en 1942 jusqu'à une bonne partie de cette même année et plus d'études théoriques. Vers mai 42, ils ont décidé qu'ils allaient avoir besoin d'un bateau spécial. Le bateau de guerre n'était plus disponible, il allait retourner en service. Ils ont décidé qu'ils voulaient construire un véhicule test depuis le départ. Donc, vers juin ou juillet, ils ont décidé d'aller à leur planche à dessin et de trouver quel bateau, parmi ceux en projet de construction, pourrait convenir. Et ils ont donc opté pour le DE-173, qui plus tard sera baptisé The Eldridge. Il n'était pas connu à ce moment-là par ce nom, et en juillet, ils ont modifié les plans, ils ont décidé où ils voulaient les 2 générateurs. La raison pour laquelle ils devaient faire la modification était que le destroyer, le DE, était un bateau nettement plus petit. Son tonnage normal était autour de 1500 tonnes, pas 30 000. Par conséquent, ils devaient ajuster très soigneusement l'équipement qui était très lourd. Ce qu'ils ont décidé de faire était de retirer la tourelle de canon avant et de laisser un trou là. Et le trou serait pour mettre les générateurs, évidemment. Alors donc, ils ont installé les 2 générateurs en bas, dans le trou, où la tourelle aurait dû normalement être, le magasin à poudre, et puis aussi tout le reste. Le moteur entraînant les générateurs, le groupe électrique diesel pour faire fonctionner le système entier et 4 émetteurs étaient en fait installés sur le pont. Mais le bateau devait être construit en premier. Il a été fini d'assembler en octobre 42 et puis il est allé en cale sèche où il a commencé à être équipé de différents matériels. Donc vers janvier 43, il était pratiquement prêt. Maintenant, en ce qui concerne l'équation humaine, c'est important tout de même dans cette histoire, ce qu'ils allaient faire pour un équipage. Eh bien, vers juin 42, ils ont décidé qu'ils devaient constituer un équipage spécial, tous volontaires, triés sur le volet, qui, comme ils l'ont fait, probablement signerait fondamentalement leur abandon de vie.
Ils étaient volontaires, ils n'étaient pas responsables, etc., etc. Et on leur a dit qu'ils allaient faire une expérience très exotique et que cela impliquait quelques dangers possibles. Voulez-vous être volontaire ? Donc, ils avaient le genre de personnes qu'ils voulaient, environ 33, et ils sont allés à une école d'entraînement spéciale à Groton, dans le Connecticut, une Coast Guard Academy, une école de garde-côte. Environ 3 mois d'entraînement, diplômés en décembre 42, et qui était le patron de la classe ? L'instructeur, comme c'est visible sur la photo de la classe entière de diplômés, eh bien c'est encore dans le fichier familial, croyez-le ou pas, c'était notre père, dans son uniforme naval. Alors comment il est revenu dans la Navy ? Nous ne savons pas, sauf si c'était un uniforme de garde-côte, mais il m'a bien semblé quand même que c'était un uniforme de la Navy. Et tout le personnel réuni, dont 2 adjudants, a été ensuite, comme on pourrait dire, embarqué à Philadelphie, où ils ont été assignés, ne sachant pas bien sûr quand le bateau serait prêt. Ils sont restés de faction jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'eux. Ces 33 étaient passés plus ou moins correctement par un entraînement spécial. Ils avaient été avertis de certaines choses, mais personne ne prévoyait en fait ce qui allait se dérouler. Depuis que l'équipage spécial était disponible, le bateau a été fignolé en janvier, et ça allait, il y a eu des tests sur les systèmes séparés qui ont commencé en 1943. Rien n'a jamais été testé complètement ensemble, et ça ne pouvait pas l'être évidemment, car c'était le test final. Alors donc, et là il faut bien me suivre, les différents sous-systèmes ont été testés, les générateurs, les émetteurs fréquences radio. Tesla en avait utilisé 3. Von Neumann les a portés à 4. Il a finalement opté pour la puissance des émetteurs choisis par Tesla, qui étaient de General Electric. Les 500 kW, je présume Carrier Wave, n'étaient pas suffisants. Il a mis le turbo dessus pour monter chacun à 2 MW, et les 2 générateurs sont restés essentiellement les mêmes, 75 kW chacun. Basse fréquence, commande de moteur, circuits spéciaux de synchronisation pour être sûr que les 2 générateurs soient en synchronisation absolue, autrement cela n'aura pas fonctionné. Un système générateur spécial, lui, avait été construit avec un autre appareillage très exotique. Il était hérité directement de Tesla, et c'était le Zero Time Reference Generator, le générateur de référence de temps zéro. Donc, évidemment, vous le demandez, qu'est-ce que la référence de temps zéro ? Eh bien, c'est un terme que vous n'avez jamais vu dans les bouquins. C'est un système qui, tout simplement, se verrouille complètement au champ terrestre. La structure magnétique de la Terre et aussi sa résonance de masse par un très ingénieux système réalisé par Tesla. Donc, toutes les planètes dans notre système et toutes les planètes à travers cette galaxie sont fondamentalement verrouillées dans la cosmologie et ont ce que nous appelons la référence de temps zéro, qui est le centre géocentrique de notre galaxie. Tout doit être référé à ce point de temps zéro, c'est vraiment une référence. Sans s'occuper de temps local, vous devez vous référencer à cette chose pour faire tout fonctionner. Et Tesla a trouvé les moyens de faire cela assez simplement. En fait, ces générateurs de référence existent dans tous les systèmes FAA de Federal Aviation Administration, jamais construits pour la pente de descente, the glide slope, nos systèmes d'atterrissage, et cela faisait partie du système. Tous les générateurs, la plupart étaient comme celui que je vous ai montré, et d'autres équipements variés. La version finale utilisait quelques 3000 tubes 6L6 pour commander les bobines de champ des 2 générateurs, et cela était une interprétation fidèle. Entre parenthèses, peut-être pas la position exacte, mais en fait dans le sens qu'il y avait un grand nombre de tubes, environ 3000 au total. En mars 43, Von Neumann a donc commencé à avoir des frissons. Il ne voulait pas croire Tesla au début, et Tesla a continué de lui dire « il va y avoir un problème avec le personnel ». Mais Von Neumann ne voulait toujours pas le croire. Donc mon frère et moi, qui croyions Tesla, on respectait beaucoup ses idées, eh bien nous avons décidé de creuser à fond les maths et les équations et toutes les choses en rapport avec ce que nous avait dit Tesla. Nous étions finalement d'accord avec ces calculs, nous avons continué à dire à Von Neumann qu'il ne pouvait pas mettre en route ce système de cette manière, qu'il allait avoir un problème et que c'était ce que Tesla disait. À la mention évidemment du nom de Tesla, Von Neumann était très fâché, mais cependant il avait bien reçu le message et il a dit qu'il y aurait peut-être un problème. Donc il a regardé ce qu'il pouvait y faire. Il a décidé d'ajouter un 3e générateur. Donc il en a conçu un, il en a construit un qu'il a ajouté en plus fin avril, début mai. Alors à ce point, je ne suis pas vraiment sûr de l'endroit où ils l'ont mis. Il pouvait être sur le pont, il pouvait être sous le pont car il n'est pas resté très longtemps. Ils avaient des problèmes, de très sérieux problèmes, en cela qu'ils n'ont jamais pu le synchroniser avec les 2 autres. Alors à la même époque, début 43, un 3e homme, mon frère et moi, avons été désignés pour faire fonctionner l'équipement au moment voulu.
Et nous avons été entraînés pour faire fonctionner le système entier, car nous connaissions ce qu'il était, et nous avions les connaissances de base pour évaluer ce qu'il était censé faire. Mais comme le film l'a montré, The Philadelphia Experiment, et ça a été exact, nous étions en uniforme de caporal. Nous avions le grade de spécialiste première classe, et quand nous étions avec le reste de l'équipage, nous portions l'uniforme de caporal, car nous travaillions avec l'équipage la plupart du temps. En ces jours, il y avait quand même un système de caste très étrange dans la Navy. Les nouveaux officiers ne se mélangeaient pas beaucoup avec les hommes, autrement que pour donner leurs ordres. Vous ne travailliez pas avec eux comme ça en uniforme à cette époque. Ils le font maintenant, et dans les sous-marins, ils le font. Mais on nous avait dit de porter l'uniforme du caporal quand nous travaillions avec l'équipage et dans les tests pour le bateau. Alors, le troisième homme qui nous a été donné s'appelait Jack. Il était technicien première classe en électronique, il avait de bonnes connaissances, il était juste un aide. Au courant juin, mi-juin plus exactement, dans l'un des tests, ce troisième générateur s'est complètement détraqué. Il a commencé à générer des arcs énormes. Jack a été frappé par l'un de ces arcs, il a été étalé sur la passerelle, froid. Nous avons pensé qu'il était peut-être mort, et les médecins sont venus et l'ont ramassé, il était dans le coma. Il y est resté environ 4 mois avant d'en sortir, il n'a plus jamais fait partie du projet. Donc, Von Neumann a regardé ça, il a dit « Ce générateur n'est pas bon, dégagez-le ». Il a été retiré, et on est revenu à 2 générateurs. Sa tête explosée en retournant à la case départ. Bon, ben qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il a décidé de continuer. Et la Navy, bien sûr, lui mettait la pression. « Il faut que vous fassiez fonctionner ce truc », lui disait-il. Ils ont fait un tas de tests supplémentaires. Début juillet, en fait fin juin, ils ont décidé de sortir le bateau de la cale sèche et de le mettre à quai dans l'arsenal de la Navy. Nous avions, à propos, ça je ne voulais pas dire, un bureau à l'arsenal de la Navy à Philadelphie, en haut d'un des bâtiments, haute sécurité avec une vue sur le port. Ils ont décidé que l'Eldridge ira en mer pour sa requalification, ce qui était normal, donc ils l'ont envoyé 3 jours. Mi-juin, il est revenu, il était rodé, tout allait bien. Alors ils n'avaient pas pris l'équipage spécial pour cela, ils avaient pris un équipage normal. Il est donc revenu et tout était en ordre. Il est allé à quai pour le test final. Et finalement, le 20 juillet, ils ont décidé que le bateau était prêt pour ce test. Donc l'équipage spécial a été rassemblé. Le capitaine qui a pris en main le bateau, un homme nommé Engel, capitaine Engel, un capitaine de la Navy, est allé à bord. Il n'était pas le capitaine permanent. Alors tout le monde est allé à bord le 22, nous-mêmes également. Et comme le film l'a montré, le bateau est parti à sa position, sa place dans le port. À 9h pile, on nous a dit d'actionner le commutateur, toute une série de commutateurs en fait. Il y avait à ce moment-là seulement 2 générateurs de conservés, donc le film est assez inexact sur ce point. On a donc mis le bateau en marche et il est devenu invisible selon les observateurs. Ils l'ont gardé dans ce mode pendant 15-20 minutes, ils ont dû l'éteindre et nous avons coupé l'équipement. Ramenons le bateau au port, et nous ramenons aussi évidemment. Et c'est seulement alors, quand nous étions de retour au port, que nous avons réalisé qu'il y avait un sérieux problème. Le personnel, ceux qui étaient sur le pont, il y en avait sur le pont et d'autres sous le pont, nous étions sous le pont, étaient totalement désorientés. Ils avaient la nausée, ils vomissaient, presque au point de délirer, et manifestement, ils n'étaient pas bien. La Navy a donc vu l'état des affaires, ils ont dit de libérer l'équipage et que nous aurions un nouvel équipage. Von Neumann a su avec certitude alors que nous avions un problème avec le personnel. Il est allé à la Navy et il a dit « J'ai besoin de plus de temps pour étudier ce problème. Nous avons besoin de rechercher ce qu'il faut faire pour le corriger. » La Navy a répondu « Eh bien, vous avez une date limite et cette date, c'est le 12 août 1943. Vous ferez le test ou sinon oubliez-le. » Ils ne voulaient pas lui donner la raison et le pourquoi. Ils n'ont donné la raison à aucun de nous. Je suis allé voir Al Bowen et je lui ai demandé d'où cet ordre venait. Il m'a fourni la réponse, il a dit « Je ne le sais pas, mais je trouverai exactement d'où il provient. » Et finalement, il a trouvé par la chaîne de commandement, c'était venu du CNO, qui était le chef des opérations navales. Ce qu'on trouvait quand même un petit peu bizarre. Le chef des opérations navales, il faut le savoir, est concerné par la conduite de la guerre, ou les flottes sont ce que font les bateaux. Il n'est pas concerné par les détails de l'ingénierie d'un projet dans l'arsenal de Philadelphie. Je vous ferai savoir qu'il y a un projet d'ingénieur d'un certain genre, il y en a plusieurs en cours, c'est probablement venu d'au-dessus de son niveau. Bon, nous avions une date, Von Neumann et tout le monde a travaillé jour et nuit pour essayer de faire les corrections. La Navy a décidé dans le même temps qu'elle ne voulait pas la pleine invisibilité, il voulait seulement l'invisibilité radar. Alors pour quelle raison?
Eh bien tout simplement parce qu'à cette époque, bien sûr, nous n'avions pas de choses telles que les systèmes de guidage inertiel. Nous n'avions pas les systèmes de navigation mondiale LORAN et SHORAN. L'un est en basse fréquence et l'autre en moyenne fréquence. Tout ce que vous aviez pour naviguer, c'était la ligne de vue, l'œil et le radar. Alors si vous rendez le bateau invisible au radar la nuit, vous ne pouvez pas dire où il se trouve, à moins qu'il soit optiquement visible. S'il est optiquement visible, vous pouvez éperonner un bateau adjacent. S'il est optiquement, invisible. Vous m'aviez compris. Ça, c'était le raisonnement. Ils ont dit plus d'invisibilité optique. Von Neumann a dit qu'il pouvait modifier cela, et il l'a fait. Donc le jour final et fatal est arrivé le 12 août 1943. Alors on est sorti à nouveau dans le port, tout le monde était un petit peu tremblant, un petit peu nerveux, et mon frère et moi aussi, nous étions comme ça. Nous avons rejoint nos postes, les ordres sont venus d'actionner les commutateurs pour faire fonctionner l'équipement. Pendant environ 60 à 70 secondes, tout semblait OK. Ils avaient leur invisibilité radar, on pouvait voir encore le bateau, une silhouette. Et alors, il y a eu un flash bleu, et le bateau a disparu totalement. À ce moment-là, bien sûr, Von Neumann a paniqué. Le bateau avait disparu complètement, il ne savait pas ce qui lui était arrivé. Environ 4 heures plus tard, il est réapparu dans le port à la même place où il avait été. C'était absolument évident quand il est réapparu que quelque chose n'allait pas bien. Ils ont envoyé une équipe sur une vedette car il n'y avait encore aucune réponse aux appels radio. Ils avaient des indications que quelque chose allait vraiment très mal. Ils pouvaient déjà voir cela parce que la superstructure d'antenne était cassée. Donc l'équipe a été envoyée et ils sont allés sur le bateau, ils sont montés à bord et voilà ce qu'ils ont trouvé. 2 hommes incrustés dans l'acier des ponts. 2 autres incrustés dans les cloisons d'acier, un 5e avec une main incrustée dans la cloison d'acier. Il vivait, ils lui ont d'ailleurs coupé la main, par la suite ils lui ont donné une main artificielle. Des personnes couraient en tous sens, totalement dingues et complètement folles, des gens qui apparaissaient et redisparaissaient, quelques-uns qui étaient en feu. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire biblique au sujet d'un buisson qui brûlait sans se consumer, mais c'était exactement la même chose. Il y avait des hommes comme ça. Et tout le monde était sérieusement désorienté. Les seules personnes qui ont échappé à ces problèmes étaient celles qui se trouvaient sous le pont, ce qui incluait mon frère et moi. C'est ici que la partie la plus intéressante de l'histoire arrive. Que s'est-il passé sur le bateau et qu'est-ce qui a mal tourné? Alors nous avons sauté par-dessus bord et se comptant plonger dans l'eau. Ça n'a pas été ainsi. Nous nous sommes retrouvés en 1983, le 2 août 1983, mon frère et moi sur la côte, si vous voulez, dans un autre projet appelé le projet Phoenix à Montauk, Long Island. C'était la nuit et c'était à l'intérieur des barrières périphériques internes. Ils étaient en pleine opération à ce moment-là, avec des gardes, des chiens de garde et une patrouille régulière d'hélicoptères. Nous avons été éclairés par un hélico d'ailleurs, nous ne savions pas ce que c'était. Les gardes sont venus et nous ont attrapés et nous ont fait descendre des escaliers. C'était au niveau 5, sous terre à Montauk, et c'était où la plupart de l'équipement était. Nous avons été introduits au docteur Von Neumann. Bon, qui êtes-vous? Eh bien, je suis le docteur Von Neumann. Et nous avons été plus que fortement choqués. Nous venions juste de le quitter et c'était en 1943. Un homme relativement jeune et ici il y avait un vieil homme qui nous accueillait en tant que Von Neumann. Alors il nous a rapidement mis au courant de ce qui s'était passé, de ce qui se passait, car lui, il avait le rapport final, qui est une longue histoire d'ailleurs. Comment cela s'est passé? Eh bien il a dit, messieurs, vous devez retourner et arrêter l'équipement sur l'Eldridge. Cela a déjà eu lieu selon notre registre, mais en fait cela ne s'est pas passé en réalité. Ça ne s'est pas encore passé, mais vous devez retourner pour le faire. Nous ne pouvons pas l'éteindre d'ici, nous ne pouvons pas fermer cette station. Ce qui s'est passé est que les 2 expériences de temps, séparées d'exactement 40 ans, se sont couplées ensemble, l'une à l'autre, et ont créé un trou dans l'hyperespace, ce qui a aspiré l'Eldridge dedans. Vous êtes chanceux en Assens, vous avez sauté par-dessus bord, et vous vous retrouvez ici, nous a-t-il dit. L'autre personnel, soit dit en passant, était encore à bord du bateau, bloqué dans la bulle d'énergie qui entourait le bateau. Il a dit, cette bulle d'hyperespace est en expansion et va créer des problèmes très sérieux. Nous ne savons à quelle distance elle ira. Si elle n'est pas arrêtée, elle pourrait engouffrer une partie de la planète. Alors il y avait évidemment beaucoup de spéculations. Il a réalisé que c'était quelque chose dont il n'avait pas connaissance et aucun contrôle. Et il devait établir le contrôle en fermant l'élément principal générant les champs, et c'était l'Eldridge.
Le projet Phoenix, je n'entrerai pas dans son histoire, mais à ce moment-là, le hasard a voulu que ce soit le dernier jour durant lequel il était en ligne, avait la capacité à ce moment-là, de remonter dans le temps, et donc nous sommes remontés de 2 ans, il avait depuis 2 ans et demi, excusez-moi, force de parler, il avait donc la capacité depuis 2 ans et demi d'un contrôle total du temps, et ils ont été capables de nous renvoyer en arrière à l'Eldritch. Ce qu'ils ont fait, ils ont dit vous devez faire tout ce qui est nécessaire pour arrêter l'équipement, brisez-le si vous le devez, et c'est d'ailleurs ce que nous avons fait avec mon frère. Nous avons donc ramassé des haches et brisé tout ce qui était en vue, les séries de tubes électroniques, les commutateurs électriques, tout ce qui concernait les circuits de contrôle, et les générateurs se sont arrêtés. Ils sont lentement refroidis, ils se sont éteints, et les choses ont commencé à revenir lentement d'elles-mêmes à la normale, c'est-à-dire que le bateau est retourné à son point d'origine dans le port. À peu près au même moment, excepté un décalage de 3 ou 4 heures, et à ce point je suis resté avec le bateau, mon frère a décidé que lui en fait devait retourner en 1983, qu'il avait des ordres pour retourner en 1983. Il a donc sauté de nouveau par-dessus bord, et il s'est retrouvé à cette époque. Donc, ils sont montés à bord du bateau, bien sûr ils ont trouvé les antennes cassées, l'équipement du pont était intact, l'équipement sous le pont, dans le trou, était brisé tel que nous l'avions fait. Et ils ont trouvé le terrible état du personnel, donc ils n'ont pas pu reprendre le bateau avec tout ce personnel spécial. Ils ont mis un équipage spécial, remis le bateau à quai, et ont tenu une réunion de 4 jours avec Von Neumann, Le Bon, Albowen et Batchelor, ainsi qu'un certain nombre d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, se sont-ils demandé. Et donc ils ont décidé qu'ils effectueraient un test de plus, qu'ils reconstruiraient l'équipement, mais alors le dernier test devait être sans personnel, comme le premier succès sur un autre bateau. Ils le reconstruiraient, ils le réinstalleraient sur l'Eldritch. Donc en fin octobre, ils ont sorti le bateau dans le port extérieur. Le soir, ils l'ont sorti d'ailleurs avec un équipage standard, et l'équipage a quitté le bateau. Ils avaient à peu près 300 mètres de câble, ainsi qu'ils pouvaient démarrer l'équipement, et avec l'espoir de l'arrêter à nouveau. À l'heure appropriée, vers les 10 heures du soir, 22 heures pour Navy, ils ont actionné l'équipement, et le bateau a immédiatement disparu. Donc cela est entré dans la légende, l'apocryphe de l'histoire de l'Eldritch se montrant dans le port de Norfolk en Virginie, et beaucoup de gens ont rapporté cela, qu'il a été vu là-bas pendant 10 ou 15 minutes, puis il a disparu. Alors, il est retourné au port de Philadelphie. Quand il est revenu, comme il l'a fait, ils n'ont pas eu à devoir éteindre l'équipement. Il avait déjà été éteint pour eux, et la moitié des choses manquaient. Ils ont trouvé 2 groupes d'émetteurs manquants, l'un des générateurs était manquant. La salle de contrôle était une ruine fumante. Personne n'avait été là pour le faire, mais c'était une ruine fumante. La Navy a convenu à ce moment-là que c'était quelque chose où ils étaient ridicules, qui ne comprenaient rien, qui n'avaient aucune compréhension sur le sujet. Ils ont donc décidé d'abandonner totalement le projet. Ils ont envoyé l'Eldritch au chantier naval, il a été déshabillé et rééquipé pour ses fonctions maritimes normales. Et il a été envoyé en mer comme un bateau normal avec son capitaine normal, qui lui a été attribué en août, en fait le 22 août, qui était sa date anniversaire après le second test qui a été un véritable désastre. Il a fait son service normal durant la guerre. En 1946, il s'est trouvé remisé avec beaucoup d'autres bateaux. En 1950, le président Truman a fait un transfert d'une 50aine de destroyers à la Grèce et d'autres nations d'Europe. L'Eldritch était l'un d'eux, il est allé en Grèce. La marine l'a renommé le Lion. La marine a des problèmes répétitifs avec ce bateau-là d'ailleurs. Depuis cette époque, ils ont dû le déshabiller eux-mêmes pour le repeindre et le rééquiper. Mais ils n'ont pas de problème dans cette flotte en dehors de lui. Il est peut-être encore en service dans la marine grecque aujourd'hui, c'est tout ce que nous savons. Ils n'ont pas envoyé les bateaux à la ferraille, autant que nous le sachions, mais ils ont hérité du journal de bord. Le journal de bord de l'Eldritch. Selon les lois maritimes, et il faut le savoir, le journal de bord doit suivre le bateau. C'est ce qui s'est fait, et quand ils l'ont ouvert, ils ont trouvé quelque chose de plutôt intéressant. Il manquait toutes les pages antérieures au 1er janvier 1944, et donc aucun historique du bateau avant ces dates. Donc, en ce qui concerne le journal de bord, les Grecs n'ont rien pu faire. Ils ont pu réclamer à la Navy, mais la Navy ne leur a rien fourni de plus, évidemment. Donc ce fut la fin de la saga de l'Eldritch. Le projet était refermé. Alors arrivé où nous en sommes, il y a un autre aspect intéressant que j'ai oublié de mentionner et qui a sa place dans l'intégralité de l'histoire. Approximativement 6 jours avant le test final sur l'Eldritch, en août, celui qui a été un désastre complet, 3 ovnis sont apparus au-dessus de l'Eldritch. À quelle altitude? Eh bien je ne le sais pas, je ne me souviens pas les avoir vus non plus, mon frère oui, et d'autres personnes aussi. Et ils ont stationné, juste là.
Maintenant, ce qu'ils étaient en train de faire, on ne le savait pas, sinon qu'ils étaient en train d'observer. Au moment du test, quand le bateau a disparu dans l'hyperespace, l'un de ces ovnis a disparu avec lui. Il s'est retrouvé à Montauk, dans le sous-sol. Il a été en fait aspiré au travers de l'hyperespace et s'est retrouvé dans le sous-sol intact. Il a été démonté plus tard. Donc après que le projet a été fermé, von Neumann a été déplacé bien sûr à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, car il est allé travailler alors avec Oppenheimer sur ce projet de la bombe atomique. Le projet de la bombe atomique, évidemment, a été une réussite. Il y avait des problèmes aussi, mais il n'est pas nécessaire de rentrer là-dedans. Et la concurrence qui existait depuis quelques années entre la Navy et l'Army pour ces armes secrètes qui allaient être utilisées pour gagner la guerre a tourné à l'avantage de l'Army et du projet de la bombe atomique. Leslie Groves est parti sur ça. On peut seulement spéculer sur ce qui se serait passé si le test de la Navy avait réussi. Ils auraient probablement reçu beaucoup de financement et ils auraient aussi probablement installé les équipements sur tous les bateaux de la Navy, peut-être de la marine marchande, car la marine marchande, elle aussi, était très intéressée à ce moment-là. Un homme qui s'appelle Carl Allende, selon des histoires qui ont circulé depuis des années, habituellement nommé Carlos Miguel Allende, était un observateur sur le SS Furustef, un navire de la marine marchande à l'époque du test en août. Alors beaucoup d'histoires étaient racontées à son sujet, il a été interviewé de nombreuses fois, et certaines choses ne concordent pas bien dans les histoires qu'il raconte. Il était peut-être bien là, mais personne n'a réussi à éclaircir sa vraie histoire. Bref, en 1947, la Navy a décidé de revoir le projet. À cette époque, il y avait eu une petite réorganisation de la structure militaire entière. Le département de la Défense a été établi, il y avait le département de l'Army, le département de la Navy et le département de l'Air Force qui a été fondé en 1947. Il y avait les chefs du personnel, les chefs adjoints du personnel et bien sûr le grand bâtiment appelé le Pentagone, dont l'infrastructure de la Navy a changé et beaucoup de personnes du temps de la guerre sont parties à la retraite. Quelqu'un d'autre est entré au bureau de la recherche navale et a dit au docteur von Neumann « Rouvrez ce projet, le projet Rainbow ». Tout ce qui s'est réellement passé, voyez s'il y a quelque chose là-dedans que vous pouvez récupérer. Donc en fait, il voulait relancer le projet. Donc on l'a fait, ou bien on a commencé à le faire, et puis j'ai été appelé à Los Alamos et à un endroit qui s'appelle Camp Hall, dans le Colorado, avec le docteur Vannevar Bush. Alors ce qu'il était en train de faire, eh bien lui et Vannevar Bush étaient les scientifiques chargés de récupérer un ovni qui s'était crashé à Aztec, au Nouveau-Mexique, en 1947. Alors c'était totalement à mon insu, car à cette époque la Navy m'avait fait un lavage de cerveau et un certain nombre de choses encore. Il y eut de nouveau 1 ou 2 crashs d'ovnis. De plus, en 1948, tous les occupants étaient morts dans ces cas-là. Et puis en 1949, il y a eu un crash plus ou moins intact. Ils en ont récupéré un vivant. Celui-là a été appelé IB-1. Et il a été trouvé errant dans les champs aux alentours. Ils l'ont capturé, ils se sont occupés de lui, ils ont essayé de chercher ce qui se passait dans sa tête, ils ont essayé de communiquer avec lui ou avec elle, ils n'ont pas pu savoir si cet individu avait une détermination quelconque d'un sexe. Donc ils ont appelé des médecins parce que selon l'évidence, il n'allait pas très bien. Il allait de pire en pire chaque jour, les médecins n'ont rien pu faire avec lui, ni pour lui d'ailleurs, ils ne savaient pas ce qui n'allait pas, une situation qui a finalement quelque chose d'assez familier, si on suit l'histoire depuis le début. Alors ils ont appelé un botaniste, un PhD de botanique, il a trouvé ce qui n'allait pas. Ce petit gars avait de la chlorophylle dans ses veines. Il mesurait 90 cm, il ressemblait à un portrait typique des petits gris, sauf qu'il n'était pas un gris. Mais il avait de la chlorophylle dans ses veines et il vivait du soleil. Alors donc ils étaient obligés de le garder au soleil au moins une partie du temps, et le reste du temps il le dissimulait et ils devaient bien le surveiller car il avait une caractéristique très étrange, cet Ibi. Ils se sont aperçus qu'il était non seulement complètement télépathique et capable de communiquer avec ses semblables, les membres de son groupe, mais aussi qu'il avait une propriété bizarre et assez intéressante, il pouvait passer au travers des murs. Alors ils ont trouvé comment l'empêcher de faire ça. Ils l'ont gardé la plupart du temps dans une cage de Faraday, ce qui est en fait le moyen par lequel celui-ci et d'autres comme lui ont été transportés par ceux qui plus tard se sont révélés être les petits gris. Et ça c'est une autre histoire dans laquelle je ne vais pas rentrer, mais néanmoins, il a été capturé vivant et il est mort en fait 1 an et demi plus tard, à 2 ans, enfin environ. Ils ont gagné beaucoup d'informations, ils ont réussi à communiquer. Avant sa mort, un certain nombre de choses étranges se sont passées.
J'ai été informé par quelqu'un qui était dans le gouvernement qu'il a donné les bases du transistor moderne du docteur von Neumann, au docteur von Neumann, et au docteur Van Warbush. Si c'était vrai ou faux, je ne le sais pas, car les laboratoires Bell avaient déjà annoncé le transistor en 1947. Mais c'était un appareillage différent. C'était une pastille de germanium avec des moustaches de chat, et bien sûr, il a évolué depuis, si vous êtes familier avec l'histoire des transistors. Mais apparemment, il leur a donné des renseignements et des schémas pour les transistors les plus rudimentaires, basés sur leur propre système de communication, qui n'était pas compris. D'ailleurs, rien n'était compris à bord de leur vaisseau. Et il a parlé aussi à von Neumann à propos de son problème, le problème avec l'Eldridge, et avec quelle base il pouvait le résoudre. Bon, il ne lui a pas dit exactement comment le résoudre, il lui a dit ce qu'il n'allait pas. Il lui a donné des clés, et à la fin lui a dit « Vous allez devoir retourner à votre planche à dessin et résoudre les problèmes vous-même, je ne le ferai pas à votre place. » Alors c'est bien sûr ce qu'a fait von Neumann vers 1949, et puis après avoir fait ses devoirs d'écolier et beaucoup d'études en métaphysique, ce qui, si vous pouvez l'imaginer, un mathématicien pur et dur, obligé d'étudier la métaphysique et les sujets occultes, c'était complètement insupportable pour lui au début, mais il est devenu en fait complètement versé dans le sujet. Il a reconnu le problème, il a travaillé dessus. Alors quelle était la nature de ce problème qu'il a finalement compris? C'était plutôt simple. Le bateau était revenu à son point de référence parce qu'il avait un générateur de temps zéro, et c'est le système de référence qu'il a ramené. Alors celui-ci était resté intact. C'était les autres générateurs qui ont été détruits, ainsi que certains autres équipements, mais c'était l'appareil de référence zéro qui a ramené le bateau à son point de référence d'origine, même s'il y a eu un léger décalage dans le temps. Alors, pour explication, les humains naissent, je devrais dire au moment de la conception, comme il a trouvé avec sa recherche, avec leur propre verrou de temps. Donc, il faudrait faire de la physique plutôt obscure. Je vais mettre de côté les mathématiques et essayer de le rendre facile. On ne vit pas dans un univers de 3 dimensions. On habite dans un univers de 5 dimensions. Les 4e et 5e dimensions sont le temps. La 4e dimension, bien sûr, est bien documentée par Einstein et d'autres. Le concept de 5e dimension, en fait, date de 1931 avec M. Aspinsky et son livre Tertium Organum, un nouveau modèle de l'univers. Il a parlé des 5 dimensions de notre réalité. Il a appelé la 4e le temps, et il n'a jamais vraiment nommé la 5e. Donc, von Neumann a réalisé, comme cela est connu aujourd'hui par certains physiciens, que la 5e dimension était aussi le temps. C'est un vortex, un vecteur en rotation autour du premier vecteur primaire qui indique le courant et la direction du temps. Le courant est immatériel, on dit qu'on avance dans le temps, c'est à cause de notre façon de le voir, de notre référence. On ne sent pas le temps, mais il s'écoule avec une vitesse assez stable, et cet autre vecteur qui l'entoure ne nous concerne pas, enfin normalement. Pourtant, chaque humain, au moment de la conception, reçoit un ensemble de verrous. Si vous voulez, ça fait partie de la structure génétique. Ces verrous sont liés à un point temps auquel l'individu est verrouillé à la conception, afin que cet individu lui-même s'écoule avec le temps et naisse et vive une vie en référence à tout ce qu'il y a autour de lui et qu'il est amené à connaître. Ses amis, sa famille, les écoles, n'importe quoi, il ne dérape pas du temps ou hors du temps, hors de ses points de référence dont il a l'habitude. Ça, c'est évidemment ce qui se passe normalement. Dans le cas de l'expérience sur l'Eldridge, la puissance était si énorme qu'elle a rompu les références de temps de ces individus qui étaient directement exposés au champ, c'est-à-dire ceux qui étaient sur le pont. Ils ont perdu leur référence de temps, et c'est une fois que le bateau est revenu que les troubles ont commencé. Tant qu'ils étaient dans l'hyperespace et que les générateurs fonctionnaient, ils étaient tous contenus à l'intérieur du champ. Alors autant que je sache, personne n'a sauté par-dessus bord, sauf nous deux, mon frère et moi. Rétrospectivement, je me suis demandé quand même si nous aurions dû le faire. Mais néanmoins, nous l'avons fait, et les événements ont eu lieu par la suite. Donc, quand les champs se sont effondrés, ces individus qui étaient tenus et contenus dans les champs, et ayant perdu leur référence de temps juste à ce moment, ont commencé à partir à la dérive. Certains d'entre eux ont dérivé totalement, en dehors de la réalité, d'autres ont dérivé autour. Et ils étaient très chanceux s'ils ont gardé leurs pieds sur le pont. Et certains ont dérivé et finalement se sont matérialisés au hasard, 2 pris dans le pont, je vous le rappelle, 2 dans les cloisons, et un avec sa main dans la paroi, et cela à cause du fait qu'ils avaient perdu leur référence de temps. Ils ont dérivé, et ils sont revenus au hasard. Certains ne sont jamais revenus du tout, d'autres ont fait cet étrange numéro de disparition et de rematérialisation, de manière répétitive.
Et puis il y avait ces cas étranges qui étaient en feu, si on peut dire ainsi, tels que l'histoire biblique dont je vous parlais tout à l'heure, du buisson qui brûlait sans se consumer. Et il y avait un certain nombre d'individus quand même qui faisaient cela. Alors la Navy a mis une fortune dans l'équipement électronique pour essayer de corriger le problème. En fait, eh bien ils l'ont fait, plus ou moins. Mais tout le monde était en quarantaine durant cette période. À ce jour, la Navy ne veut reconnaître que cette expérience n'ait jamais eu lieu. Il y a eu beaucoup de requêtes auprès de la Navy, beaucoup de lettres de forme ont été expédiées par le département de la Navy, niant qu'il y ait jamais eu une telle expérience. Ils n'ont pas nié, bien sûr, que l'Eldridge ait existé, mais ils ont nié que l'expérience ait jamais eu lieu. Et en 1979, quand William Moore et Berlitz ont écrit leur livre et l'ont publié, Moore avait estimé qu'à ce point-là, la Navy avait probablement dépensé plus de 2 millions de dollars en répondant aux questions au sujet de l'expérience de Philadelphie, avec des lettres de forme qui avaient été envoyées, et il nie toujours actuellement que cette expérience ait eu lieu. En tout cas, von Neumann a fait ses devoirs d'écolier. Il a réalisé qu'il avait besoin d'un ordinateur pour résoudre les problèmes liés au personnel. Donc, il est retourné à sa planche à dessin, comme on dit, à l'Institut, et il a développé le premier ordinateur tout électronique. À cette date, il n'y avait pas d'ordinateur électronique. Von Neumann est le père de l'ordinateur électronique moderne. Cela est bien connu, il y a beaucoup de documents à ce sujet. Vers 1950, il y avait quelque chose qui fonctionnait, et vers 1952, il avait un modèle fonctionnant pleinement. Les livres sont encore d'ailleurs sur les étagères à l'Institut. Son développement était fait avec le docteur Goldstein, qui est encore à Philadelphie, et qui a été peu de temps à l'Institut. J'ai parlé avec le docteur Goldstein d'ailleurs, et en 1953 approximativement, il a délivré un nouveau système à la Navy, avec un ordinateur, avec la totalité des facteurs de correction. Bon, précisément ce qu'il a fait, ça je ne le sais pas, mais ils ont mené un autre test avec un bateau différent, un équipage différent, une réussite totale, sans effet secondaire. La Navy, bien sûr, exultait, la guerre était finie, mais ils ont immédiatement classifié ce projet, abandonné le nom projet Rainbow, et ils l'ont reclassifié projet Phoenix. À partir de ce moment, ils ont développé d'autres systèmes, d'autres matériels qui vont dans des zones extrêmement sensibles. Alors je n'entrerai pas là-dedans publiquement, mais beaucoup de choses sont sorties de cela. Parmi elles, il y a eu plusieurs études médicales, au moins 4 rapports médicaux ont été rédigés. Excusez-moi. Je connais cela de George Hoover, qui faisait partie de la commission du bureau de la recherche navale, étudiant le problème quand il a ressurgi de nouveau en 1955. C'était grâce aux lettres d'Allende et à la participation du docteur Maurice Jessup. Mais Hoover m'a parlé au téléphone, il est maintenant en retraite en Californie, il a dit bien sûr qu'il avait réalisé tout cela. Moore n'a pas réalisé le reste, il y avait d'autres projets en cours à ce moment, et bien sûr, il connaissait les expériences de dégossage. Il nous a dit qu'il y avait aussi, comme résultat de l'expérience de Philadelphie, le projet Rainbow, beaucoup d'autres études médicales de fait. Il nous a dit aussi que jamais auparavant dans l'histoire, le cerveau humain et le corps humain n'avaient été soumis à de telles intensités de champs magnétiques et de puissance de champs électromagnétiques. Il ne savait pas quelles auraient été les conséquences. Il a dit qu'ils ont trouvé comme résultat de ces études beaucoup de choses en termes de conséquences. Il m'a dit aussi qu'il y avait des rapports très précieux. Ils le sont certainement. Beaucoup d'autres choses en sont sorties après cela. Donc la Navy a résolu le problème. En fait, et von Neumann est resté autour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Qu'est-ce qui s'est passé pour mon frère? Aurais-je quelque peu oublié cela? Non, je ne l'ai pas oublié. Je l'ai juste gardé pour la fin. Mon frère est retourné, comme je vous l'ai dit, en 1983. Peu de temps après cela, il a perdu ses verrous de temps dû à un accident. Il a vieilli très rapidement, à la vitesse d'une année par heure. Il est mort en quelques jours. Ils ont essayé de le garder vivant avec d'autres équipements qu'ils avaient développés depuis, mais ils n'ont pas pu et il est mort. Mais c'était très important, pour des raisons que je ne peux pas développer ici, de le garder en vie. Donc, que vous acceptiez le point de vue métaphysique ou pas, cela a été arrangé. Il m'a été permis d'aider à l'arranger. Car je suis retourné en 1943. Et il y a eu quelques allers-retours depuis grâce à Montauk, qui était encore en ligne pendant une période de temps. Alors pour retourner voir le père et lui dire « Hé, Kat, débrouille-toi, on a besoin d'un autre fils. Il est arrivé quelque chose à Duncan. » Donc un nouveau fils, le dernier de la lignée, est né en 1951. Il était un walk-in, c'est-à-dire que son âme, celle de Duncan en 1983, est entrée dans le corps de celui du dernier fils,
le 12 août 1963. Ça devait être le 12 août, et c'est l'homme que vous avez vu sur la photo aujourd'hui. Il a la mémoire de toute l'histoire, plus ou moins. Il y a des trous et des lacunes quand même. Alors il y a un autre élément impliqué là-dedans qui explique pourquoi les deux projets sont reliés. Si l'expérience n'avait pas eu lieu le 12 août, si cela avait été le 10 ou le 14, ou bien comme ce fut le cas en juillet, considérablement plus tôt, ou si cela avait été reporté, disons, en septembre, on n'aurait jamais eu le verrouillage avec le projet Phénix. Pourquoi ? Eh bien, c'est un point vraiment fondamental qui est abordé ici. Voilà, il n'y a pas que les humains à avoir des biochamps. Ce qui est bien connu aujourd'hui, il débute à la naissance, mais la planète Terre a son propre jeu de biochamps. Cela a été découvert assez récemment, en gros dans la dernière décade. Alors 4 d'entre eux, et ils ont tous les 4 un pic une fois tous les 20 ans. Devinez à quelle date ? Le 12 août 1963, 1983 et 1943. On peut aller en arrière ou en avant tous les 20 ans. Et cela crée un ensemble de conditions très étranges sur la planète Terre où il y a un pic d'énergie magnétique et une possibilité de couplage. Et c'est ce qui s'est passé grâce au point culminant des dates des expériences, le 12 août, et les biochamps terrestres ont culminé à ce moment-là. Les énergies étaient suffisantes pour créer le champ hyperespace et le couplage, ce qui autrement n'aurait pas pu se passer, et l'Eldridge a glissé dans l'hyperespace avec l'OVNI, et le scénario entier s'est déroulé exactement comme je vous l'ai dit précédemment. Tout ça a été enregistré dans les dossiers de la Navy, dans les archives de la Navy. Ils ne veulent pas les divulguer. Bon, je sais qu'ils existent, je connais quelqu'un qui y a accès, c'est pour ça que je sais qu'ils existent. Et ils ne divulguent pas l'histoire, ils ne veulent pas que le public, jusqu'à nos jours, sache combien c'était désastreux. Maintenant, il y a une intéressante anecdote, disons post-mortem, racontée sur cette histoire. William Moore, en écrivant son livre, et à ce propos, j'indiquerai qu'il y a eu 2 livres d'écrits. Alors, le premier, vous pouvez prendre des notes, est sorti en 1978. Il s'intitule Thin Air, de style fiction. Il a été écrit par 2 personnes dont je n'ai jamais entendu parler. Il s'agit de George Simpson et Neil Burger. Alors on n'a aucune idée de qui sont ces personnes. Il n'y a aucun crédit à donner aux livres ni aux auteurs. C'est une publication standard, disparue depuis longtemps. 1 an et demi plus tard, le livre le plus décisif, non fictionné, du moins il n'était pas dans l'intention de l'être, a été écrit par Berlitz et Moore, principalement par William Moore, intitulé The Philadelphia Experiment, l'opération Philadelphie. À l'origine en format relié, et ensuite bien sûr en édition de poche. Il est devenu vraiment populaire, ils l'ont vendu à 10 millions d'exemplaires à ce jour. Je ne sais pas combien il y a de rééditions, à combien ils en sont maintenant en tout cas, mais il y en a eu beaucoup. Alors Moore, dans sa recherche, n'a jamais pu définir la date exacte de la dernière expérience, il n'a jamais eu aucun témoignage sur le projet Phénix, ou sur le couplage, ou sur la véritable nature de quel désastre ça a été. Il a interviewé le docteur von Neumann. Il l'a interviewé, il a appelé dans son livre le docteur Reinhardt, le même homme, le docteur von Neumann. Car von Neumann n'est pas mort, il est vivant aujourd'hui. Alors les archives officielles, bien sûr, du gouvernement et de la Navy disent qu'il est mort d'un cancer en 1957. Alors s'il avait un cancer, ce que je ne sais pas, s'il en avait un, ils ont trouvé un moyen de le guérir. Ils l'ont fait, ils avaient besoin de lui. Ils l'ont gardé pour le projet. Il était directeur du projet Phénix jusqu'en 1977, quand il a développé une personnalité double, très prononcée, qui a empiré avec le temps. Il a renoncé à sa position de directeur du projet, et quelqu'un d'autre a pris le relais, le docteur Hermann Untermann, qui venait d'Allemagne. Et donc, Neumann est devenu un consultant. Il n'est pas mort, il est toujours vivant, comme je vous le disais. Maintenant, il a une personnalité totalement double, et normalement, il est dans son alter ego, un certain monsieur Howard Decker, qui est très connu à New York comme marchand de surplus électronique. Il est la seule personne qui se montre dans le même corps. J'ai passé 3 heures à parler avec Howard Decker, donc je sais que l'homme est vivant jusqu'en novembre 89. Et ces photos ont été prises à cette date-là dans sa demeure, ou plutôt dans sa triste tanière, car il est devenu, comme on dirait, un maître de maison négligé depuis que sa femme est morte. Le projet Rainbow est mort et a été ressuscité par le projet Phénix. Mon frère est René. On m'a expédié en 1983. Ils ont décidé qu'ils ne voulaient plus me voir autour du projet pour certaines raisons. Ils m'ont fait la totale, un lavage de cerveau, une nouvelle personnalité, ils m'ont réexpédié dans le passé. Et je suis devenu Alfred Bielek. Avec des nouveaux parents, un faux certificat de naissance et toute une nouvelle histoire qui collait et des mémoires qui pouvaient ou ne pouvaient pas être complètement vraies. Excusez-moi, mais néanmoins encore là.
Alors bien endoctriné, je n'ai pas eu le moindre soupçon que je faisais partie de l'expérience de Philadelphie, ni du projet Phoenix jusqu'en 1986. Excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau. Alors la raison pour laquelle je me suis rendu compte de tout cela, c'est parce que j'ai revisité Long Island. On est allé sur le site à Montauk avec des amis. En fait, une partie des souvenirs ont commencé à revenir. Et ils ont dit, tu en faisais partie. J'ai répondu, non, ce n'est pas vrai. En fait, je me suis souvenu que c'était vrai. Mais en janvier 88, la mémoire des débuts de l'expérience de Philadelphie m'est revenue et les souvenirs se sont accrus depuis lors. Mon frère s'est souvenu lui aussi. Et je dirais que cela a été un horrible gâchis de la carrière de connaissances que j'avais autrefois. Des morceaux reviennent parfois, mais en gros ma personnalité s'est à peu près stabilisée maintenant en tant que Al Bielek, et les mémoires de Edward Cameron me traversent l'esprit, mais la majeure partie du temps est là maintenant, particulièrement les premières années, jusqu'à et pendant l'expérience. De 43 à 47, la page est encore en grande partie blanche. Je ne sais pas ce qui a bien pu se passer, sauf que je sais qu'en 47, ils ont décidé que je n'étais plus très utile. En fait, ils se sont débarrassés de moi. Donc voilà dans l'ensemble l'histoire qui s'est passée. Mais avant de finir, l'autre anecdote intéressante que William Moore a découvert dans sa recherche, il s'était intéressé aux ovnis également, fin décembre 75, ou peut-être début janvier 76, il est allé visiter une famille au Canada qui, je crois que c'était le 12 septembre, avait fait une rencontre avec un ovni dans la province d'Ontario. Un simple fermier, il rentrait un soir avec son camion, il a trouvé un ovni stationné sur la route. Rien que ça, lui barrant la route donc il devait emprunter. Alors il n'y avait personne, aucune lumière, rien. Il l'a regardé, mais qu'est-ce que c'est que cet engin? Il a fait demi-tour pour prendre une autre route. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a pratiquement heurté un ufonaute haut de 1 mètre dans une combinaison argentée qui était au milieu de la route. Il a bondi sur ses freins et l'a invité d'un pouce. C'était une route gravillonnée, il a dérapé, et ce petit ufonaute, qui que ce soit, qui que ce fût, a sauté par-dessus la barrière et a disparu. Alors, comme des ovnis ont continué à venir dans cette zone, cette famille a eu beaucoup de tracasseries avec le voisinage qui venait faire la chasse aux souvenirs et toutes sortes de choses. Ils ne savaient pas quoi faire pour essayer de garder cette histoire discrète. Approximativement le 12 décembre, selon la date de Moore, ils ont reçu la visite de 3 officiers de très haut niveau. Un de Canadian Armed Service, représentant la province d'Ottawa, un de Air Force General, du Pentagone, et un officier de la Navy de l'Office of Naval Intelligence. Ils ont présenté des excuses à ces 2 personnes. Ils ont dit « Ce qui s'est passé pour vous n'était pas supposé avoir lieu ». Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire, n'était pas supposé avoir lieu, leur ont-ils répondu. C'était un accident. Qu'est-ce que ça signifie, un accident? Ou encore demander ces personnes qui ne comprenaient rien. Eh bien, ce n'était pas supposé avoir lieu. Nous avons été envoyés ici pour faire des excuses formelles et pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Qu'aimeriez-vous savoir? Et c'est probablement l'une des rares fois où le gouvernement se soit jamais ouvert. Ils ont dit, d'après le compte-rendu de William Moore, qu'ils avaient obtenu des réponses aux questions pendant au moins 2 heures. Et tout d'un coup, l'officier de l'Office of Naval Intelligence a lâché un commentaire très intéressant. Il a dit « Bon, nous avons eu des contacts avec les Haïti depuis 1943. C'était dû à un accident d'une expérience que la Navy effectuait à ce moment-là. C'était sur l'invisibilité.